Bonjour à tous. Je vais lancer tranquillement ce cinquième café scientifique organisé par la commission franco-américaine. Le temps que tout le monde se connecte, je vois que les spectateurs arrivent. Donc bienvenue à tous à ce cinquième café scientifique. Si vous vous connectez aujourd'hui un peu par hasard ou parce que vous êtes intéressé par la thématique, peut-être que vous ne nous connaissez pas. Donc, en un mot, la Commission franco-américaine est une organisation bilatérale qui soutient des programmes de mobilité d'étudiants, de doctorants et de chercheurs américains et français. Donc, ce sont des programmes de bourse qui permettent de soutenir des projets, des séjours de lauréats dans tous les domaines académiques, hein, même si aujourd'hui, c'est le journalisme et les métiers de la santé qui seront à l'honneur. Donc, si vous êtes intéressé, toutes les informations sont disponibles sur le site de Fulbright France. Et d'ailleurs, les appels à candidature pour les candidats français seront ouverts dès ce vendredi. Mais revenons au sujet d'aujourd'hui. Avec l'aide de nos panélistes, dont certains sont lauréats de nos programmes, nous allons questionner à nouveau ce thème de l'éducation aux médias, Media Literacy, sujet qui est le fil conducteur de ce 75e anniversaire de la Commission franco-américaine. Donc, notre objectif aujourd'hui est à travers notre recherche, est de montrer la contribution de nos alumni de nos programmes, à cet enjeu de société qui est celui de la lutte contre la désinformation et celui de l'éducation aux médias. Alors, évidemment, le thème d'aujourd'hui ne laisse personne indifférent. Il s'agit en effet de la question de la désinformation dans le contexte pandémique. Et pour traiter ce thème, nous avons fait appel à un certain nombre de personnes, dont des lauréats de diverses générations. Je vais très brièvement les présenter avant de laisser la parole à notre modératrice. Donc, autour de la table virtuelle, si je puis dire, nous avons Shin Dabe, qui est alumna des programmes Fulbright, qui est journaliste, rédactrice en chef Europe chez NewsGuard, qui est une société américaine qui évalue la fiabilité des sites d'information et d'actualité. Également présent avec nous, Monsieur Yazdan Yazdapana, qui est aussi un alumnus de notre programme, qui est infectiologue, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat, directeur de la NRS, qui a été membre du conseil scientifique chargé de conseiller l'exécutif sur le Covid-19. Également avec nous Aude Favre, qui est journaliste d'investigation, qui est présidente de l'association Fake Off et fondatrice du projet Citizen Facts, qui est une rédaction collaborative. Elle en dira peut-être quelques mots. Aude est lauréate du prix Média Assise international du journalisme 2023. Et enfin, nous a rejoint Arnaud Fondanet, alumnus de la Commission franco-américaine des bourses Arthur Sachs, épidémiologiste, directeur de l'école Pasteur-CNAM de santé publique, directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes de Pasteur, et qui a également, tout comme Yazdan, été membre du conseil scientifique chargé de conseiller l'exécutif du Covid-19. Pour animer ce débat, nous avons fait appel à une jeune lauréate qui s'appelle Yousra Keribi, qui n'est pas encore partie, qui s'apprête à prendre l'avion dans quelques semaines pour le Maryland, pour poursuivre ses recherches doctorales. C'est aussi une spécialiste des maladies infectieuses dans le domaine de la tuberculose. Et donc, c'est Yousra, donc future lauréate, qui va animer ce débat. Yousra, à vous la parole. Merci beaucoup, Martine, pour cette très belle introduction. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au cinquième café scientifique de Fulbright France, intitulé Réponse aux pandémies et désinformation. Je voudrais tout d'abord vraiment vous remercier, Martine et Camille, pour votre invitation à modérer ce cinquième café scientifique, parce que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir 4 panélistes exceptionnels. Un grand merci à vous, Aude, Chine, Arnaud et Yazdan, de prendre le temps de discuter avec nous d'un sujet aussi important. Et puis surtout, merci à vous, cher public, de vous être connectés aussi nombreux. Je prends une petite minute pour me présenter. Donc, je m'appelle Yousra Kerabi, je suis infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris. Et grâce au programme Fulbright Doctorant, j'ai la chance de pouvoir partir d'ici 3 semaines tout pile au National Institute of Health à Bethesda, dans le Maryland, pour travailler sur l'optimisation des essais dans la tuberculose. Et j'ai eu la chance dans mon parcours d'être formée aux maladies infectieuses par Monsieur Yazdan Yazdanpana, ici présent, et d'être formée également à la santé publique par Monsieur Arnaud Fontanet, également ici présent.
Et pour la petite histoire, la pandémie Covid, elle est survenue en fait en plein milieu de mon internat de maladies infectieuses et tropicales. Et je crois que la plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que les progrès médicaux, les progrès scientifiques, en fait, qui ont été extrêmement rapides pendant cette pandémie, et on y reviendra, eh bien, ces progrès-là, ils ne pouvaient être utiles que si on a l'adhésion de la population. Et c'est pour moi l'enjeu majeur du thème d'aujourd'hui. Et je voudrais, pour commencer, demander à nos 4 panélistes, à travers vos parcours très inspirants et vos expériences différentes, quels sont, à votre sens, les enjeux que représente la lutte contre la désinformation en temps de pandémie, en temps de crise sanitaire? Peut-être qu'on peut commencer par Arnaud, ce tour de réponse. Arnaud, qu'est-ce que sont pour vous les enjeux majeurs du thème d'aujourd'hui? Alors, merci beaucoup, Yusra, pour cette introduction. Et tu l'as parfaitement dit, hein, c'est l'enjeu majeur de la désinformation en temps de pandémie, c'est qu'on peut avoir des solutions de différentes natures. On peut avoir des modèles qui nous disent qu'est-ce qu'il faudrait faire, mettre en pratique. Alors, il y a eu évidemment ce qu'on appelle les mesures non pharmaceutiques qui étaient un peu difficiles pour les gens, hein, les couvre-feux, les confinements, mais aussi des fermetures, etc. Puis après, on a surtout eu des solutions biomédicales, particulièrement un vaccin qui a été découvert alors en fait, qui a été développé en un an, mais qui reflète 15 ans de travail scientifique, hein, en amont. Et ça, et c'est important que les gens comprennent. On a tous dit, oh, c'est allé beaucoup trop vite, ce vaccin. Non, il y avait 15 ans de travail sur les vaccins ARN messagers, 15 ans de travail sur les coronavirus. Mais voilà, on avait un vaccin qui marchait. Et pourtant, il a été difficile de faire comprendre, d'une part, l'importance et la pertinence des mesures qu'on proposait pour contrôler la circulation du virus en population, alors qu'on avait des modèles mathématiques qui solides, hein, pour appuyer ce type de recommandations. Et ensuite, il y a eu cette défiance vis-à-vis des vaccins, alors que c'est un vaccin qui, une fois de plus, est le fruit d'années de recherche, qui a été testé dans les essais cliniques sur 30 000 ou 40 000 personnes selon les essais de Moderna ou de Pfizer. Donc, on était aussi sur de la donnée vraiment solide quand ils ont été proposés. Et la défiance, ça peut finalement mettre en péril ces interventions qui étaient essentielles pour la lutte contre la pandémie. Donc voilà, ça c'était le principal message pour moi. Juste 2 petites choses pour laisser la parole aux autres, évidemment. Dire quand même aussi qu'il y avait globalement un consensus scientifique, hein, de la majorité des personnes qui travaillaient et étaient des experts sur ces sujets par rapport à la plupart des mesures qui ont été proposées ou l'efficacité des traitements et des vaccins. Mais euh, on est ressorti à cause de la désinformation avec l'idée que la communauté scientifique était divisée sur beaucoup de sujets. C'est pas vrai pour l'essentiel. On était plutôt d'accord, même si on pouvait bien sûr discuter à la marge sur certains points, mais c'est la mise en avant des controverses finalement et de certaines controverses qui avaient en fait peu de pertinence pour nous les scientifiques, qui a donné cette impression de division du monde scientifique, et ça c'est mauvais. Mon dernier point, ce sera pour dire que l'enjeu, il n'est pas aussi simplement en temps de pandémie, il est aussi sur des grands enjeux d'avenir. Aujourd'hui, quand je pense à la crise du climat, de l'environnement, là, on a vraiment besoin d'avoir confiance aux scientifiques parce que c'est sûr, quand on regarde tous les jours, ah bah, quel temps il fait aujourd'hui, quel truc, etc., on n'a pas forcément de raison de se dire qu'on va dans le mur. Et pourtant, les scientifiques qui travaillent sur le sujet, les plus solides, ils nous disent que c'est pas simplement qu'on y va dans le mur, on y est déjà parce qu'il va y avoir une latence, mais on va avoir des effets très forts, irréversibles. Et donc les mesures sont urgentes. Et là, on a besoin de la confiance dans les scientifiques. Et c'est là où la désinformation peut malheureusement miner tout ce qu'il faut entreprendre aujourd'hui pour lutter contre le réchauffement climatique et les dégâts d'environnement. Merci beaucoup, Arnaud, pour cette réponse très instructive. Yazdan, est-ce que vous avez, du point de vue scientifique, d'autres enjeux à souligner en termes de désinformation, particulièrement en crise sanitaire? Merci beaucoup, Yusra. Et aussi, je voulais remercier Fulbright de nous réunir aujourd'hui, parce que je pense que pas Yusra encore, pour les autres autour de la table, ça a été probablement et certainement euh, euh, une- vraiment quelque chose qui nous a beaucoup aidé pour lancer en tout cas notre carrière et les remercier. Alors, pour revenir, je vais commencer par le dernier point de Arnaud. Je pense que la désinformation, ça va au-delà de la pandémie. Absolument.
il faut insister, c'est un enjeu sociétal aujourd'hui, notamment avec tout ce qui est les réseaux sociaux, l'information qui circule très rapidement. Alors, il y a beaucoup d'informations, mais il y a aussi des informations. Et donc, dans le monde scientifique, ça va au-delà d'une pandémie. Pendant une pandémie, c'est encore plus compliqué parce que l'information, au départ, quand il y avait Covid, on ne savait rien sur le Covid. On ne savait rien, quasiment. Et c'est sûr qu'avec le temps, la science évolue et du coup, il faut prendre en compte parce que nous-mêmes, on peut changer d'avis et évoluer dans notre avis parce qu'on va comprendre et apprendre de plus en plus. Donc, du coup, c'est pas du tout, y compris dans notre service, dans notre communauté, notre environnement, nos familles, c'est pas facile de tout expliquer sur l'avancée rapide des choses. Mais vous l'avez dit, tu l'as dit toi et Arnaud l'a répété, pour lutter contre une épidémie, une pandémie, il y a des mesures non pharmaceutiques et il y a des mesures pharmaceutiques. Effectivement, malgré tout, dans cette pandémie, on a été très vite pour mettre en place des choses, mais avoir des interventions pour lutter contre la maladie, ça ne suffit pas. C'est essentiel d'avoir l'adhésion de la communauté à ce qu'on peut avoir comme outil. Et pour ça, c'est sûr que l'information, c'est un enjeu majeur. Et la désinformation, un enjeu majeur. Si on a des vaccins, on parle beaucoup de vaccins, mais on peut parler de traitement. On a eu un traitement et on a un traitement qui est efficace, mais toujours aujourd'hui, on n'arrive pas à l'implémenter comme il faut. On peut parler des maladies même chroniques dans le passé. Hein. Il y en a plein pour lesquels il y a plein de traitements, mais malgré tout, il y a toujours de l'hypertension, il y a toujours des gens qui ont une hypertension qui n'est pas contrôlée, il y a toujours la diabète, il y a toujours le diabète pas contrôlé parce qu'il n'y a pas cette adhésion. Et c'est là où l'information et des informations sont extrêmement importants. Et si on a des nouveaux outils qui permettent que l'information circule très rapidement, c'est très bien parce qu'on a beaucoup plus de bénéfices probablement que de problèmes avec ces outils. C'est à nous à s'adapter. Et je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi encore à s'adapter à ces outils. Et il faut vraiment qu'on essaye de mieux s'adapter à ces outils pour les utiliser comme une force et pas critiquer finalement les points négatifs de ces outils. Voilà, j'arrêterai là, mais en gros, je dis qu'il faut renverser un peu la table et il faut finalement utiliser les mêmes outils pour informer et qui en soi va permettre aussi de diminuer la désinformation. Merci. Merci beaucoup Yasdan pour ces éléments de réponse. J'en profite pour signaler à notre public que Aude Favre vous recommande la lecture d'un ouvrage intitulé Psychologie de la vaccination par Olivier Klein et Vincent Isabit dans les éditions Psychologie et Éducation. Vous avez le lien là dans le chat. Et j'en profite pour demander à Aude quels sont pour vous les enjeux du thème de notre café scientifique aujourd'hui en tant que journaliste et non pas en tant que pur scientifique comme Arnaud et Yazdan. Oui, c'est ça. Écoutez, oui, effectivement, moi, je me sens toute humble et toute petite là parmi vous parce que j'ai une culture scientifique qui est vraiment qui n'est vraiment pas terrible. Je pense qu'on peut vraiment la qualifier comme ça. En revanche, c'est vrai qu'il y a des similitudes entre la manière d'enquêter quelque part qui relève par certains aspects d'une méthode scientifique voilà la façon dont fonctionne la science quelque part. Et en fait, moi, ce que ça m'inspire, cette thématique réponse aux pandémies de désinformation, c'est moi, je vais prendre effectivement le cas des journalistes parce que c'est ce que je suis. Moi, cette pandémie, elle m'a plongée vraiment dans un grand questionnement sur qu'est-ce qu'on fait en tant que journaliste, qu'est-ce qu'on veut comme système médiatique. Est-ce que il n'y a pas beaucoup de choses à mettre à plat, à repenser complètement. Et moi, ma petite réponse, qui j'espère deviendra grande, mais en tout cas, ma petite réponse pour l'instant, c'est vraiment d'avoir fédéré
un certain nombre de gens autour d'une rédaction collaborative qui est sur un serveur qui s'appelle Discord. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait tellement de désinformation à ce moment-là et je me sentais tellement impuissante. Et puis, avec mon bagage scientifique, qui est entre guillemets assez faible. Enfin, en tout cas, je suis pas du tout scientifique, etc. Comme d'ailleurs beaucoup de journalistes. Je pense que c'est aussi un des problèmes, c'est que je pense qu'il manque de formation scientifique. Je sais pas si les écoles de journalisme ont évolué là-dessus, mais je pense qu'il faut. Ça a été effectivement de la même manière que vous, je vous entends dire, il faut que les scientifiques, quelque part, puissent se rapprocher des gens, enfin voilà, pour avoir cette adhésion, peut-être une meilleure compréhension de la personne, des enjeux, etc. Bah, je pense que les journalistes, c'est exactement pareil. Et il y a un fossé qui est quand même, malheureusement, je trouve personnellement assez abyssal. Voilà, un gap, on va dire, un manque de confiance du grand public envers la profession qui est vraiment clé. Et donc, c'est vrai que moi, là, à mon petit niveau, ma réponse, entre guillemets, ça a été de dire, OK, finalement, je suis journaliste, j'ai globalement rien à cacher. Les enquêtes, c'est galère, c'est des aventures en soi, au-delà de la thématique qu'on traite. Embarquons le maximum de gens avec nous pour qu'ils se rendent compte aussi de ce que c'est, qu'ils se rendent compte aussi du temps long que ça prend. De la même manière que la science sur le temps long, et ben non, quand il y a un attentat, quand il y a je sais pas, quelque chose de grave, etc., tu n'as pas la réponse le lendemain ni le surlendemain, mais en général à peu près 2 mois et demi plus tard. Donc, et encore, quand réponse il y a, etc. Donc ça apprend aussi. Et en fait, c'est une expérience que je trouve vraiment extrêmement enrichissante. Du coup, je me retrouve à enquêter avec des personnes qui sont, je sais pas, assistants maternels, retraités, étudiants. On a un ancien météorologue, on a des gens qui sont vraiment dans plein voilà, tous ces gens-là se réunissent et gambergent avec moi pour essayer de mener des enquêtes sur des thématiques diverses et variées. Et moi, ça a été ça enfin, je pense qu'il faut vraiment repenser complètement le système médiatique pour aller vraiment dans une nouvelle ère qui est l'ère de la co-construction de l'information et du fait voilà, d'ouvrir au maximum les rédactions, en fait, tout simplement pour qu'il y ait. Alors, la confiance reprenne, ce serait évidemment super, c'est l'objectif final, mais au moins un dialogue, quoi, parce que souvent, il n'y a même plus de dialogue, en fait. Donc, moi, je suis là-dessus, je suis sur le dialogue, quelque part, entre les petits journalistes, hein, les petits producteurs d'information, qui sont souvent confondus avec plein de gens qui passent à la télé qui n'ont aucun rapport avec nous. Le dialogue entre ces gens-là, les vrais producteurs d'information, et le grand public. Et une autre petite chose rapidement que ça m'inspire aussi, c'est que, et ça va au-delà de la pandémie, hein, mais je pense que, enfin, moi-même, je vois que dans ma consommation de l'information, je n'ai plus envie d'écouter la télé, je n'ai plus envie, je trouve que les infos sont extrêmement paralysantes, extrêmement déprimantes. En tant que journaliste, je me coupe, c'est terrible à dire, mais je me coupe souvent de l'information parce qu'en fait, non, j'ai pas envie d'avoir ma dose d'anxiété tous les matins, voilà, pendant une demi-heure avant d'aller au boulot. Et je pense qu'il faut vraiment aussi s'orienter vers un journalisme de solution, qui n'est pas un journaliste du tout bisounours, qui est en fait enquêté sur les solutions. On enquête beaucoup sur les problèmes, mais pas tellement sur qu'est-ce qu'on peut faire. Le problème est là, maintenant on va faire toute une enquête, on va se prendre 50 minutes, où on va enquêter sur les solutions, ce qui marche pas, les limites, etc. Et moi, c'est quelque chose vers lequel j'ai aussi envie d'aller, et je pense qu'il y a beaucoup de gens, les médias sont encore assez frileux, parce qu'on pense que ce qui paye finalement, c'est les histoires un peu horribles, ou qui tournent en boucle, ou les clashs, ou enfin des choses, en tout cas, je schématise, hein, parce que c'est pas que ça l'information, mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui seraient preneurs finalement de journalisme de solution. Voilà, je parle très longtemps, je suis désolée, je vais céder la parole. Mais voilà, en gros, moi, ce que ça m'inspire là, tout de suite. Merci beaucoup. Oui, franchement, je trouve ça extrêmement fascinant parce que moi, je viens du milieu scientifique et c'est vrai qu'on ne voit pas un peu ce qui se passe dans le milieu journalistique et on a vraiment la chance aujourd'hui de vous avoir, Aude, et puis Chine qui nous dira aussi pour elle quels sont les enjeux de la thématique d'aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on ne voit pas les choses de la même façon et je crois que c'est très important d'avoir cet échange mutuel pour qu'on puisse faire avancer les choses. Je ne sais pas si Chine, vous vouliez ajouter quelque chose à ce qu'a dit Aude. Ouais, alors peut-être juste sur les enjeux pour commencer. Après, il y a plein d'autres choses sur lesquelles j'aimerais réagir sur ce qu'Aude vient de dire, mais on va peut-être garder ça pour un deuxième moment de la conversation. Mais sur les enjeux, juste pour rebondir sur ce qu'ont dit Arnaud et Yazdan, évidemment, il y a une question de santé publique évidente. Et je pense c'est important de dire qu'on a des preuves. C'est pas juste qu'on pense, qu'on a une intuition que la mésinformation contribue à mettre en danger les gens, mais c'est un fait. Juste 2 exemples très concrets
concret, une étude qui a été faite en février 2021 par des chercheurs de l'Imperial College qui avaient mesuré qu'est-ce qui se passe quand vous avez des gens qui sont hyper déterminés à se faire vacciner, donc des gens vraiment convaincus, et que vous leur montrez de récentes infox sur les vaccins, et ben on voit très précisément un déclin dans leur intention de se faire vacciner, et pas un petit déclin, un grand déclin. Je crois que c'était 6,2% au Royaume-Uni, 6,4% aux États-Unis, donc c'est énorme. Il y avait eu aussi juste un deuxième exemple très rapidement, une étude qui avait été publiée au tout début du Covid en août 2020 qui avait montré que 800 personnes à peu près dans le monde étaient décédées en raison de fausses informations sur le Covid juste dans les 3 premiers de 2020. Et ça comprenait, et je pense que tout le monde se souvient de cet exemple qui était assez frappant, des Iraniens qui avaient bu des produits ménagers parce que il y avait une infox qui circulait en ligne que ça guérissait le Covid. Donc, je pense que l'enjeu, c'est important de se dire qu'il est très concret. Il n'est pas juste intuitif. On se dit que c'est pas bien les fausses informations. Et pour la France, c'est aussi très, très concret. Il faut prendre compte de l'ampleur. Nous, chez NewsGuard, on recense les sites d'information qui diffusent de fausses informations et on recense aussi le nombre d'infox qui circulent. Et systématiquement, pendant toute la durée du Covid, on a mis en place ce qu'on appelait un centre de suivi de la mésinformation sur le coronavirus. Donc, très concrètement, on recensait le nombre de sites et le nombre d'infox qui circulaient. On en est aujourd'hui à 645 sites et plus de 300 mythes sur le Covid. Et la France était toujours le 2e pays en termes de nombre de sites, juste derrière les États-Unis pendant toute la pandémie. Donc, il faut aussi prendre conscience de ça. On est peut-être un petit pays en taille, mais on est un pays où il y a beaucoup de mésinformations qui circulent, donc c'est important. Et juste une dernière chose, je pense que, et Yazdan et Arnaud en ont parlé, c'est important de comprendre que ce n'est pas juste pendant le moment de la pandémie, que l'impact des fausses informations, elle dure bien au-delà. Et là, c'est pareil, j'ai plusieurs exemples en fait, d'abord, une première chose qu'il faut comprendre, c'est que les colporteurs d'infox, c'est des multirécidivistes. Donc, chaque nouvelle épidémie, ils vont s'engouffrer dans la brèche et souvent, ils recyclent des vieilles infox. Donc, quand vous avez un moment comme ça de pandémie qui a été si propice à la naissance de fausses informations, ça fait des dégâts sur plein d'épidémies par la suite. On l'a vu avec la variole du singe, où on avait certains mythes sur le Covid-19 qui étaient des copier-coller des mythes sur la variole du singe qui étaient complètement des copier-coller de mythes sur le Covid. Et donc, ça prend 3 minutes du coup de raconter cette histoire fausse si vous l'avez déjà racontée sur le Covid et qu'il y a juste à changer le nom de la maladie. C'était le cas notamment, Bill Gates aurait prédit la pandémie, enfin vraiment des choses qu'on avait déjà vues sur le Covid. Et sur le temps long de nuisance de la mésinformation, un seul exemple que Yazdan et Arnaud connaissent mieux que moi, c'est on a encore aujourd'hui cette idée qui circule sur les réseaux sociaux que le vaccin rougeole oreillon rubéole est responsable de l'émergence de l'autisme chez les enfants. Ça, c'est une étude qui a été publiée en 1998, qui a ensuite été dépubliée. Et elle continue à faire des ravages. On est en 2023. Donc, je pense que c'est important de comprendre que la mésinformation, c'est dangereux. C'est très dangereux en France parce qu'il y en a beaucoup qui circulent. Et on est dans le temps long. Et l'enjeu, il est clairement pas prêt de diminuer parce qu'on le voit, il y a de nouvelles pandémies qui peuvent émerger. Arnaud aussi parlait du changement climatique. On voit beaucoup de fausses informations qui circulent sur tous les sujets scientifiques. Donc, l'enjeu est, voilà, si c'était pour planter le décor, c'est un enjeu très sérieux et très, très concret. Merci beaucoup, Chine. Vraiment, je trouve ça super fascinant de se dire qu'à la base, ce n'est pas forcément votre cœur de métier de fact-checker des informations scientifiques. Et c'est vrai que je me demandais, mais concrètement, comment vous faisiez le fact-checking des informations scientifiques pendant la pandémie? Parce que j'imagine que vous n'aviez pas forcément de formation préalable à la lecture critique d'articles médicaux. Ça a dû vous prendre énormément de temps, d'énergie, d'organisation. Comment vous avez fait en fait concrètement pendant la pandémie avec cet afflux d'informations pour relayer ensuite les bonnes informations et lutter contre la désinformation? Je pense que Aude pourra en parler aussi, parce qu'elle a fait beaucoup de travail là-dessus aussi pendant la pandémie. Chez nous, à la NewsGuard, on a la chance d'avoir un spécialiste santé, qui est un journaliste qui est spécialiste de ces questions, qui nous a beaucoup aidés, qu'on a beaucoup sollicité. Après, le journalisme dans les plus grandes maisons, c'est souvent changer de spécialité tous les 3 ans. Donc, c'est aussi faire preuve d'humilité et aller voir les spécialistes. Mais encore faut-il trouver les bons spécialistes. Encore faut-il savoir à qui parler, à qui on peut faire confiance. Donc, ça, c'est important.
Et ça a été compliqué pendant la crise du Covid, comme vous le savez bien. Mais juste pour vous donner un exemple sur cet aspect très chronophage et presque démoralisant du fact-checking, c'est qu'on a fait, en mars 2021, on a interviewé chez NewsGuard Robert Kennedy Jr., qui s'était déjà illustré à l'époque beaucoup par des propos anti-vax, qui est aujourd'hui candidat à la primaire démocrate. Je crois, je ne sais plus exactement, mais en gros, l'interview avait duré une vingtaine de minutes. Donc, il nous avait parlé pendant 20 minutes. Voilà. Et on s'est dit, on va faire une interview annotée. C'est un gros boulot, mais on s'est dit, ça va montrer aux gens voilà, ce que c'est que le travail de fact-checking. Donc, on a 2 analystes spécialistes de la santé qui ont passé du temps à analyser, fact-checker chacun de ces propos. Et ça leur a pris 2 jours complets à 2. Donc, c'est pour montrer le travail colossal que ça constitue. Et la raison pour laquelle, voilà, je pense que Aude parlait de réinventer le fonctionnement médiatique et le paysage médiatique. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des vraies questions à se poser sur est-ce que le fact-checking, c'est la seule réponse, la bonne réponse, et ça peut être l'alpha et l'oméga de notre réponse. Clairement, je pense que non, et je serais ravie d'en parler plus tard si on le souhaite, mais c'est cette fameuse, c'est connu sous le nom de la loi de Brandolini, c'est que la quantité d'énergie nécessaire à vérifier une information, elle est bien inférieure à la quantité d'énergie nécessaire à diffuser une fausse information. Et juste pour vous donner un chiffre qui, moi, m'avait particulièrement marqué et qui avait un peu appuyé cette idée dont je suis convaincue qu'on ne peut pas s'appuyer seulement sur le fact-checking, c'est que début 2020, il y avait une augmentation de 900% du nombre de fact-checks publiés en langue anglaise sur le Covid-19 en juste 3 mois. Donc, c'est impossible, c'est juste, on peut pas tout fact-checker. Et puisque ça prend du temps, le temps qu'on ait produit le fact-check, ça a souvent été balayé par une autre fausse information. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de fact-checking, mais je pense que pour revenir à ce que Aude disait, ça veut dire qu'il faut se poser des questions, être humble et réfléchir à d'autres solutions pour répondre aux pandémies de désinformation. Oui, je trouve ça absolument intéressant et fascinant. Je crois que Yazdan, vous vouliez rebondir sur ce qu'a dit Chine. Oui, je voulais juste, merci Yousra. Par rapport à ce que vous dites, Chine et Aude, ma question c'est, on parle beaucoup de fact-checking, mais est-ce qu'il ne faut pas mettre beaucoup plus d'énergie pour communiquer ce qu'on sait déjà, au lieu d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de faux? Probablement, il faut faire des deux, mais je trouve qu'on ne fait pas assez pour dire qu'est-ce qui est juste, au lieu de chaque fois aller s'attaquer pour dire qu'est-ce qui est faux. Aude, vous vouliez peut-être répondre Oui, non, mais c'est une très bonne remarque, hein, je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, il y a un côté puissant fond, enfin que Chine a très bien décrit, et puis c'est vrai qu'il y a, même si on y met toute l'énergie, tout notre cœur et tout, il y a un effet lassitude aussi parce que ça ne s'arrête jamais. Et c'est vrai que c'est une des choses, ce que vous dites, c'est exactement quelque chose qui me fait repenser que justement il y a des évolutions à faire. Enfin, c'est clair, c'est certain. Et puis parfois on se pose aussi la question de l'effet, c'est-à-dire que même si globalement je suis sur toutes les fake news ou les contenus trompeurs sur lesquels je vais, je fais attention à ce qu'ils soient assez populaires, entre guillemets, pour que j'aille pas faire de la pub à quelque chose, enfin quelque part avec les algorithmes, etc. Voilà, renforcer le contenu, le contenu qui désinforme. Voilà, on est toujours aussi sur cette ligne de crête qui est, est-ce que quelque part on pousse pas aussi, en s'intéressant qu'au contenu faux, quelque part on donne pas aussi trop de publicité à cela. Enfin, tout ça est très compliqué, mais je suis tout à fait, c'est très pertinent ce que vous dites. Mais vous voyez, juste Aude, par rapport à ça, parce que maintenant il y a de plus en plus de sessions des informations dans le Oui. colloque scientifique. Et en fait, j'en ai participé à un qui disait que les tweets qui sont pas vrais, qui sont faux, sont retweetés 10 ou 15 fois plus que les tweets qui sont vrais. Alors, il y a un goût probablement pour essayer de faire plus c'est sensationnel, plus les gens regardent, mais peut-être aussi parce que la vérité, finalement, on ne sait pas le communiquer et que ce n'est pas assez tweeté.
Mais est-ce que ça pose pas aussi la question, je suis d'accord, mais de la responsabilité, on en revient toujours là, quoi, hein, des réseaux sociaux et enfin, je veux dire, qui sont tout à fait capables de ne pas pousser ce genre de contenu. Enfin, je veux dire, si le Ça, à mon avis, on n'arrivera pas à ça. Mais bon. ouais, je sais, non, mais je sais bien, mais c'est vrai que donner plus de visibilité à ce qui est vrai mode d'emploi, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez? Je sais pas ce qu'il faut faire, donner, enfin, voilà, Est-ce moi que- je suis, enfin, moi je suis une petite personne, je suis rien, je suis même pas un média, mais je veux dire, voilà, je présente sur voilà, Facebook, Instagram, ci, cela, on fait des stories, des machins, mais enfin, vous voyez, par quoi ça passe en fait? Et c'est pour ça que je pense que quelque part, en impliquant le maximum de citoyens dans les enquêtes, quelque part, chacun peut être aussi après un petit ambassadeur, quelque part, une ambassadrice de voilà, j'ai contribué à cette enquête, non, ça c'est faux, ça ne marche pas, etc. Enfin, moi, je pense que s'il y a un effet nombre aussi, un seuil à atteindre pour quelque part essayer de faire basculer les choses, mais je suis preneur de toutes les idées, hein. Est-ce qu'on a un petit peu de... Je me pose la question de savoir, est-ce qu'on a un peu d'idée sur l'évolution de l'attitude de la population par rapport aux réseaux sociaux et à la désinformation? Parce que j'ai envie de me dire, peut-être que les gens vont finir par se lasser de tout ça, de balader d'une idée à l'autre en voyant qu'elles sont toutes finalement assez farfelues et est-ce que le sensationnel arrive à rester aussi pertinent sur le très long terme ou est-ce qu'on ne peut pas espérer qu'à un moment, une certaine forme de maturité va arriver et où, et je l'espère beaucoup pour les plus jeunes, ils vont développer un sens critique par rapport à tout ça, puis peut-être finalement aussi commencer un peu à se lasser de ce tourbillon de fausses informations pour essayer de trouver des sites qui leur donnent une information qui devient plus crédible, etc. Et est-ce qu'on a un peu de recul, parce que c'est quand même un phénomène récent, ou alors on est encore toujours dans une phase très évolutive où on n'a aucune idée des grandes tendances qui se dégagent par rapport à ce recul par rapport à l'information des réseaux sociaux? J'en profite aussi pour signaler qu'il y a une question, je pense, qui mérite d'être posée à ce moment-là dans le chat. Alfred Spira qui nous pose la question, ne faudrait-il pas aussi faire plus d'efforts pour essayer de comprendre quelles sont les motivations des propagateurs de fausses nouvelles, quels sont leurs déterminants pour tenter de mettre en place des stratégies de prévention à contre-courant en fait, de leur motivation et de leur but? Est-ce qu'une des solutions, ce ne serait pas aussi de se concentrer sur les motivations des propagateurs de fake news? Je ne sais pas si l'un d'entre Alors vous ça, moi, voudrait... je veux bien en dire quelques mots. C'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. L'une des principales motivations, il faut pas il faut pas se voiler la face, c'est l'argent. C'est-à-dire que quand vous faites du contenu qui fait le buzz et qui est un peu sensationnaliste et que vous soyez un site d'information ou quoi que ce soit, ça fait du clic, ça attire les gens. Le clic, qu'est-ce que ça fait? Ça rapporte de l'argent, de la publicité, si vous diffusez de la publicité. Ou si c'est le cas pour d'autres propagateurs d'infox, vous vendez des produits, vous avez intérêt à aller en faire la pub, même si vous allez raconter un peu n'importe quoi. Donc, pendant la crise de Covid, on a vu beaucoup de propagateurs d'infox qui racontaient n'importe quoi sur, par exemple, la vitamine C qui allait vous guérir du Covid parce qu'ils vendaient de la vitamine C tout simplement sur leur site. Donc, c'est sûr que travailler sur cette question de la monétisation de la désinformation, c'est très important. C'est quelque chose que nous, on fait chez NewsGuard. On travaille avec les annonceurs, avec les agences publicitaires, avec toutes les sociétés de l'industrie publicitaire pour essayer de les faire ne pas diffuser leur publicité vers ces sites de mésinformation. Oui, si je peux me permettre, je rebondis très rapidement parce que j'avais fait tout un documentaire. J'ai passé un an de ma vie sur le business de la désinformation, qui est effectivement enfin, oui, une des motivations majeures, mais il y en a d'autres aussi qui sont très pernicieuses, hein. Par exemple, le fait tout simplement d'être leader d'une communauté quelconque. C'est très simple dans le conspirationnisme, c'est vraiment, tu fais ça très rapidement, beaucoup plus qu'avec des faits avérés où ça va être beaucoup plus dur pour toi d'emmener un groupe et de... donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, mais c'est vrai que je rebondis très rapidement là-dessus parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont des entreprises, même des petites entreprises, etc., qui font de la publicité sur Internet et qui ne se rendent pas compte qu'ils ont tout à fait les moyens de faire en sorte que ces publicités n'aillent pas sur des sites de désinformation. Et si tu ne le fais pas, si tu ne t'intéresses pas à cela, ça va y aller. Et voilà, le système globalement est ainsi fait. Et donc, effectivement, NewsGuard
fait partie des aides qui peuvent justement aider à ne faire en sorte que il n'y ait pas un centime qui aille sur des sites de désinformation. Il y a d'autres acteurs, voilà, donc que j'ai plus en tête, je crois, Storyzy, Check My Ads ou d'autres. Mais c'est vrai que c'est aussi un enjeu majeur. Pardon, je ferme la parenthèse là-dessus, mais voilà, je voulais juste le dire. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si Yousra, tu connais M. Spira, parce que M. Spira est un grand professeur de santé publique, hein, que Arnaud connaît très bien. Je ne savais pas qu'on avait des gens qui nous écoutaient de ces valeurs de groupe. Il faut qu'on fasse attention. Donc, c'est pour ça que sa question est une question très santé publique. Hein. Mais il a raison, probablement. Mais je pense que il faut pas uniquement de la prévention, il faut aussi qu'on ait des moyens pour passer des messages. Enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, hein, il faut faire la prévention, mais j'ai l'impression qu'on appuie beaucoup sur la prévention et pour beaucoup sur comment contrecarrer. Et du coup, comme vous l'avez dit, on leur fait des publicités, nous-mêmes un peu, et pas assez sur comment faire passer nos propres messages. C'est ça que je veux dire. Ouais, si je peux juste rajouter une petite chose, c'est vrai que, vous savez, c'est comme l'autre jour, je voyais un reportage, alors, toute proportion gardée, et je veux pas que, mais sur les harceleurs. Et il y a cette idée, je trouve intéressante, qui est de ne pas se concentrer sur le harceleur, mais sur toutes les personnes autour, en fait, pour essayer de résoudre le problème. Et en fait, souvent, bref, ça m'a fait penser à cette idée qui est quelque part à l'intérieur de moi, mais que j'avais jamais trop formalisée, qui est que moi, je sais pas, c'est mon pari, je suis à peu près convaincue que la majorité des gens ont envie de faire confiance à des personnes pour les informer, ne savent tout simplement pas vers qui aller, et que c'est peut-être davantage sur ces personnes-là qu'il faut effectivement miser, entre guillemets, enfin, c'est plutôt à elles qu'il faut s'adresser, et voilà, plutôt qu'effectivement de se concentrer sans cesse sur quelque part, voilà, les personnes, vous savez, les troublions, un peu comme dans une classe quelque part, quoi, où il y a toujours celui du fond de la classe sur lequel le prof se concentre toute l'année, et toi, tu es là, tu as juste envie d'avancer, en fait. Et c'est vrai que oui, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et c'est pour ça que je pense que ça passe aussi par... parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent lutter contre la désinformation, ils savent simplement pas comment faire, et ça les énerve aussi, ça crée des scissions dans les familles. Enfin, voilà, hein, je pense que vous voyez à peu près de quoi je parle. Tout ça est toujours très, très compliqué. Donc, je pense qu'il y a vraiment... Enfin, c'est mon petit espoir à moi, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'engager contre ça. Simplement qu'on leur donne peut-être pas assez les moyens, ou ils ne savent pas trop comment faire. Et voilà. Et donc, voilà, une de mes petites réponses encore, c'est d'essayer de les mobiliser pour essayer de participer à des enquêtes. Mais je pense qu'il y a plein d'autres manières éventuellement de s'engager aussi, quoi. Vous vouliez dire quelque chose, Yazdan, en réaction à Oui, non, je voulais Aude? juste, quand on regarde un peu, parce qu'on a parlé l'acceptable, enfin, l'adhésion de la population aux interventions, là où ça a été le moins bien accepté, c'est les populations vulnérables, pour plein de raisons. Alors, c'est peut-être d'ailleurs pas uniquement bien accepté, il y a d'autres raisons qui sont acceptées, mais il y a l'acceptabilité aussi. Et je voulais vous demander si vous avez, à vous, au DHIN, si vous avez des données sur la pénétration des fake news en fonction des populations. Est-ce qu'il y a des données en fonction de niveau socio-économique, en fonction... Je ne connais pas du tout ça, hein, mais je voulais savoir si vous avez... Nous, on a certainement quelque chose à faire dans le VIH, c'était pareil, hein, sur comment informer sur les interventions dans ces populations. Mais je voulais savoir si vous avez des données sur les fake news et la pénétration dans ces populations. Est-ce qu'il y a des données qui existent aussi? Parce que vous avez parlé des populations cibles, c'est certainement une population cible dans les deux sens, pour les fake news et pour passer les messages. Je sais pas si Chine... C'est Ouais. une vraie question, et je m'en veux parce que depuis 20 secondes, j'essaye de réfléchir parce que il me semble avoir vu passer des chiffres dans un livre, peut-être dans celui que j'ai. Mais là, je l'ai pas, je passe la balle à Chine. Mais quoi qu'il en soit, moi, j'ai toujours été surprise. D'ailleurs, dans le documentaire dont j'ai mis le lien là, voilà, on avait rencontré un couple qui est vraiment extrêmement bien
intégrés dans la société, enfin, je veux dire, aucun problème financier ou quoi, et qui sont vraiment à fond dans le conspirationnisme. Alors après, c'est peut-être une exception, mais c'est vrai qu'il y a souvent cette idée que c'est pas ça la règle, quoi. Mais je sais pas. Chine, est-ce que j'imagine que tu as... J'ai pas de chiffre en tête non plus, mais j'ai pas l'impression j'ai l'impression que ça touche tout le monde, pour être tout à fait honnête. Et notamment un groupe dont on parle pas souvent, alors c'est pas une question socio-professionnelle ni économique, mais on parle souvent des jeunes et on dit souvent qu'il faut faire des choses à l'école. Et en fait, on se rend compte dans les chiffres que les seniors sont très participent beaucoup à la diffusion de fausses informations, sont très affectés par la diffusion de fausses informations. On vient de sortir tout un rapport hier dans le cadre d'un travail qu'on a fait avec le gouvernement britannique, justement sur la mésinformation qui touche les seniors. Et c'est justement la mésinformation liée à la santé sur des sujets qui les touchent, c'est-à-dire la démence, le cancer, les vaccins. Donc c'est juste pour dire qu'il ne faut pas penser que c'est un groupe, parce que souvent quand on pense ça, on se rend compte que le groupe dont on ne parle pas, il est aussi très impacté. Et nous, affecté, impacté, un terme que je déteste en français. Nous, il y a beaucoup de gens qui font des interventions dans les écoles, et c'est vrai que nous, un peu à contre-courant et pour prendre un pas de côté, on a décidé de moins faire ça et d'aller investir des lieux qui touchent plus de monde, pas juste les jeunes. Et donc, on travaille avec les bibliothèques publiques en espérant que ça touche un peu plus de groupes en termes d'âge, notamment. Donc voilà, ça ne répond pas tout à fait à votre question, mais un petit aspect que je peux apporter. En tout cas, c'est Kundera, je crois, je ne sais pas dans quel livre, qui disait on commence à parler avec des fous, on est soi-même des fous. Je sais jamais, j'ai toujours pensé est-ce que c'est vrai, c'est faux, j'en sais rien, mais je pense que au lieu de mettre en place ces actions de prévention en essayant de contrecarrer les personnes qui lancent ces alertes, il faut aussi aller vers les populations qui veulent toucher pour essayer d'empêcher. Vous voyez, est-ce que ce n'est pas plus efficace, au lieu d'aller contrecarrer cela, d'aller toucher les gens qui veulent cibler? Oui, Mais j'en sais rien. ouais, je suis complètement d'accord avec vous. Je vois juste qu'il y a une question, si je peux me permettre d'y répondre, parce que de Karl Cox dans les boîtes, qui demande où est-ce que le grand public pourrait se renseigner afin de connaître les sites d'infos fiables par rapport au site où circule l'infox. Je veux juste répondre à ça parce que c'est exactement ce qu'on fait. Nous, on a chez NewsGuard, on évalue la fiabilité des sites d'information, et en fait, on a une extension de navigateur qui est accessible pour le grand public, qui fait que quand vous naviguez sur Internet, ça va vous indiquer avec à la clé une analyse hyper complète, hyper détaillée, pourquoi un site est fiable et pourquoi il n'est pas, sans vous demander de nous croire, parce qu'on va vous expliquer avec un article qui fait plusieurs milliers de caractères pourquoi. Donc, voilà, juste je voulais signaler ça à cette personne qui cherchait un outil de ce genre. Merci beaucoup, Chine. On répondra aux questions à la fin. J'avais une petite question, moi, pour Arnaud et Yazdan. C'est vrai que j'ai eu la chance, moi, d'être élève à l'école CNAM Pasteur de santé publique en 2020, donc pile poil l'année où il fallait se former en santé publique. Et Arnaud, je me demandais, parce que souvent, on avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, ces soirées, une fois par semaine, on décryptait l'actualité. Comment vous faisiez, vous, pour aller, justement, pour aussi rebondir sur ce que disait Yazdan, vulgariser les informations sur les plateaux télé, sur d'autres médias, et essayer de toucher les populations cibles dont parlaient Yazdan et Aude, qui sont souvent les populations vulnérables, les jeunes. Je trouvais que vous étiez vraiment extrêmement fort à cet exercice, et vous et Yazdan, et je me demandais comment vous faisiez, parce qu'à la fac de médecine, on n'apprend pas trop à faire ça, on n'apprend même carrément pas à faire ça. Et donc, je voulais avoir votre point de vue, en fait, sur comment vous avez vécu ça et comment vous avez réussi à la fois vulgariser tout en restant à jour avec les informations qui étaient sans cesse renouvelées, les études qui sortaient régulièrement. J'aimerais bien avoir votre point de vue sur cette question-là. Oui, merci Yousra. Alors c'est compliqué parce que alors on était vraiment en plus à une période où il y avait une quantité d'informations publiées phénoménale. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a plus de publications sur la Covid qu'il y en a par exemple sur le SIDA. Depuis le début du SIDA et le début de la Covid, ça a été des publications scientifiques, et elles sortaient sous ce système de préprint qui leur permettait d'être très rapidement disponibles, mais pas complètement léchées, revues par les pairs, mais pour que l'info puisse être partagée. Alors pour moi, c'était très simple. La bonne nouvelle, c'est que je n'avais pas à m'occuper de la désinformation. Je n'avais pas le temps d'aller sur les sites qui dispensaient de la désinformation. Je laissais ce travail à Aude et Chine. Et pour ma part, je me concentrais sur, au contraire, j'avais identifié à peu près 50 experts qui étaient des virologues, des cliniciens, des épidémios, des immunologistes sur Twitter. Et je regardais tous les jours ce qu'ils
publiait parce qu'en fait, il faisait un digest de tous les dernières publications et me permettait dans leur discipline de me dire qu'est-ce qu'il fallait retenir ou pas et quelles étaient les études qu'ils considéraient fiables et celles dont il fallait encore, sur lesquelles il fallait prendre un petit peu de recul. Mais c'est quelque chose qui me prenait dans le pic de la pandémie à peu près 3 heures par jour. Donc, je commençais ma journée 1h30 le matin et puis je la finissais avec 1h30 le soir, juste pour digérer cette information. Alors après, ça avait quand même un effet vertueux, c'est que ça me permettait d'être assez finalement conscient de ce qui se racontait et ce qui se savait, entre guillemets, pour plus avec des informations qu'on recevait, comme il y a dedans, à travers le conseil scientifique et les contacts internationaux qu'on avait. Quand on était sur les plateaux télé et qu'un journaliste nous posait une question, si on ne savait pas, on pouvait dire « je ne sais pas », sans craindre que le journaliste nous ressorte tout là, mais regardez, ça fait 48 heures, tout le monde est au courant, ça se discute partout, là on passe un peu pour un incapable. Donc le fait d'avoir cette information à jour me permettait pour ma part de dire assez simplement je ne sais pas. Et ça c'est important je crois parce que des retours que j'ai eus, alors c'est évidemment des retours bienveillants, hein, mais les retours bienveillants que j'ai eus ont beaucoup été pour me dire ce qui est bien avec toi Arnaud, c'est que tu sais dire quand tu sais pas. Et donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprendre en tant que scientifique à dire. Le deuxième point que je ferai, et pour finir sur ce sujet, c'est que la difficulté dans la communication, c'est que si on veut porter, il faut quand même la simplifier et puis avoir effectivement présenter une certaine forme de certitude dans ce qu'on avance, hein. Il faut dire les choses clairement, simplement, comme si elles sont acquises. Or, c'est le contraire de la nature du scientifique. Le scientifique, c'est quelqu'un qui doute en permanence, se remet en question en permanence. C'est ça qui fait un bon scientifique et c'est ça qui fait avancer. Mais alors, si on commence à partager sur des réalités complexes tous les doutes et les interrogations qu'on a sur un plateau télé, on noie tout le monde très vite. Et donc là, il faut un peu lutter contre cette nature pour prendre le risque de simplifier pour une bonne vulgarisation. Et c'est vrai que là, c'est un apprentissage que j'ai trouvé difficile, hein, un exercice qui... voilà. Mais bon, ça, c'est un peu l'expérience que j'en ai. Je ne sais pas, Yazdan, ce que toi, tu Non, as gardé de tout ça. moi, premièrement, je faisais beaucoup confiance à Arnaud. Parce que non, mais c'est vrai qu'Arnaud faisait ce travail. Parce qu'il faut dire, hein, ça prend aussi beaucoup de temps, hein. Et pendant cette période-là, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, effectivement, Arnaud faisait ce travail-là, même pour le conseil scientifique. Et dans le service, il y avait Nathan Pfeiffer-Smadja, que Yousra connaît bien, qui est chef maintenant MCI, mais à l'époque chef de clinique dans le service, qui faisait ce travail-là et qui nous renseignait. Par rapport à ce que dit Arnaud, c'est effectivement, après, il fallait aller aussi dans les médias pour parler. Alors, moi, j'ai beaucoup diminué les médias parce qu'on n'avait pas le temps. Et en fait, parce que pour les médias, il fallait non seulement savoir la vérité, il fallait aussi connaître ce qui circulait comme conneries pour pouvoir répondre à ce moment-là. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup diminué parce que je n'avais pas le temps. Et chaque fois que je devais passer, mais je passais 2 ou 3 heures la veille à regarder toutes les conneries qui circulaient pour être au courant si jamais il y a une question. Voilà, donc chacun avait sa méthode, mais d'une manière générale, je pense qu'il faut quelqu'un. Alors Arnaud faisait ça, et Nathan, moi, m'a beaucoup aidé. Il faut quelqu'un vraiment pour savoir qu'est-ce qui se passe. Soit il faut le faire soi-même, soit il faut que dans un groupe, on fait chacun des choses complémentaires face à ça, parce que c'est très important. Pardon, je m'arrête. Merci beaucoup. Je crois que Aude, vous vouliez dire 2 mots sur un rapport que vous Non, nous avez ouais, partagé. non, très rapidement, parce que je sais que vraiment c'est passionnant, donc merci d'avoir organisé ce débat, c'est très rapide. En fait, c'est parce que ce que vous dites, ça m'inspire plusieurs choses. Je vais essayer de faire rapide. Moi, j'ai participé du coup à un rapport qui s'appelle Les Lumières à l'ère numérique, qui avait pour objet d'explorer des pistes, en fait, bref, pour essayer de lutter contre la désinformation. Et en fait, il y avait cette question que j'ai trouvée extrêmement intéressante. C'était une commission dirigée par un sociologue assez connu qui s'appelle Gérald Bronner, qui était, mais finalement, pourquoi dans les rédactions comme BFM, les grosses rédactions qui fonctionnent surtout à flux tendu, quoi, continu, etc., qui doivent meubler en permanence, surtout dans des crises pareilles, pourquoi est-ce que finalement, pas si moi l'expression, mais
vous maquez pas, c'est pas le terme, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas un interlocuteur à l'Académie des sciences, un interlocuteur à l'Académie de médecine, un interlocuteur, enfin des gens en fait pour être sûr de faire venir des gens pertinents en plateau. Et je trouvais l'idée assez intéressante et je me souviens que du coup on avait échangé avec ça sur cette idée avec à l'époque Marc-Olivier Fogiel et Céline Pigalle de BFM, qui n'avait pas l'air forcément, parce qu'il était question de Didier Raoult, enfin c'était tout un, qui n'avait pas l'air spécialement emballé. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que il y a vraiment quelque chose à jouer effectivement pour pas refaire la même lors d'une prochaine crise. Mais à la fois, la réponse aussi qui vient souvent, c'est oui, mais il vulgarise pas, il explique pas bien, etc. Donc je pense qu'il y a, et puis on a nos habitués, on sait qu'ils viennent, machin, bref, toujours pareil, il y a aussi beaucoup de paresse, hein, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que du coup, je pense qu'il y a une vraie, une vraie problématique, entre guillemets, ou une solution à trouver dans le fait de former le maximum de chercheurs à la vulgarisation un peu mainstream, quoi. Je sais que c'est pas facile, mais je pense que c'est aussi vraiment, vraiment clé pour essayer voilà, d'avoir des gens qui disaient à la fois des choses vraiment pertinentes, qui savent de quoi ils parlent en plateau et qui puissent être compréhensibles au plus grand nombre. Et puis, j'ajoute juste une petite chose, moi, je vous invite vraiment, si vous le pouvez, aller faire le tour des médias et à leur dire exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, le problème, c'est que je ne peux pas aller en plateau parce qu'on me demande de dire quelque chose vrai-faux, ou on me demande, et je pense qu'il y a peut-être aussi je ne sais pas si, peut-être ça a déjà été fait et ça m'a échappé, mais s'il n'y a pas un mouvement aussi des scientifiques qui peuvent aussi, à un moment donné, taper du poing sur la table et dire, nous, ça va pas, en fait, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, et aller voir différents médias. Moi, je serais la première à essayer de partager ça. Et dernière chose, il faut que vous alliez sur Wikipédia. Parce que je me suis aperçue, en fait, on a fait une enquête sur Wikipédia avec tous les citoyens avec qui je travaille. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de travail scientifique qui n'atterrissait pas sur Wikipédia. Or, c'est ce qui atterrit sur Wikipédia qui est le plus repris. Et c'est tout bête, mais j'avais pas réfléchi à ça, au fait que voilà, il y a aussi un truc à jouer, je pense, avec le fait ça fait partie de la vulgarisation, d'avoir des interlocuteurs aussi. Merci beaucoup, Aude. Stop, j'arrête. Je trouve ça vraiment passionnant et on pourrait en parler encore pendant des heures. J'avais une dernière question. Moi, je vais partir dans 3 semaines, là, tout pile, aux États-Unis, et je voulais un peu savoir, et notamment demander à mon maître, Yazdan, qu'est-ce que vous avez, en quoi votre expérience, en fait, aux États-Unis a influé votre façon de voir la lutte contre la désinformation, notamment en temps de crise? Est-ce que vous pensez qu'outre-Atlantique, les choses se passent autrement? Ou est-ce qu'ils sont finalement un petit peu dans les mêmes problématiques que nous? Vous êtes coupé, je crois. Je disais, j'étais aux États-Unis pour ma formation, pour mon master et ma thèse en 1993 avec Fulbright. Donc à l'époque, il y avait beaucoup moins de désinformation. Après, je suis resté en contact avec eux, bien sûr. La personne avec qui j'étais dans la même classe, c'était Rochelle Walensky, qui est devenue la directrice de CDC, à qui j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Donc j'étais en contact. Alors je peux vous dire qu'elle en a autrement pris plein la gueule, si je peux dire, que nous. Hein. Et je pense que enfin bon, elle avait des fonctions très élevées, et c'était pendant la période que j'étais là-bas, on était dans la même classe. Mais je pense que c'était vraiment très important là-bas. Et en plus, c'est peut-être encore plus politisé qu'ici, quoi, en fait, hein, la désinformation. Voilà, Et- je bah, pense que c'est international, c'est mondial comme phénomène, et voilà, et qu'il faut il faut en tout cas qu'on combatte ça tous ensemble. Ça, c'est une question avec des gens de Londres, etc. On s'est dit qu'il faut qu'on mette en place un plan ensemble. Et à l'OMS, maintenant, l'infodémie est devenue une des priorités. c'est super intéressant. Bon, en 93, je n'étais pas tout à fait née. Mais je crois que Arnaud, vous êtes parti encore avant aux États-Unis. Qu'est-ce que vous avez tiré de votre expérience Fulbright et notamment à la lumière de la crise sanitaire qu'on a vécue? En quoi votre expérience là-bas a pu influer votre façon de voir les choses? Et où est-ce que vous pensez que aux États-Unis, les choses sont gérées différemment ou s'il y a d'autres problématiques? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Moi, je rejoins Yazdan sur l'analyse. En tout cas, dans les années lointaines où j'étais aux États-Unis, ces questions des informations n'étaient pas là. Il y avait quand même quelque chose qui m'avait frappé à l'époque. C'était, ça va peut-être faire sourire, mais
il était très important pour un professeur de ne jamais faire d'erreur en cours. Et ça revient sur l'idée du je ne sais pas. Et un professeur américain, si au cours d'après, un élève lève le doigt en disant la semaine dernière, vous avez dit que je suis allé regarder, j'ai pas retrouvé ce que vous avez raconté, il peut faire ça une fois, il peut pas faire ça 2 fois dans l'année. Et la leçon que j'ai apprise à cette occasion, c'était qu'effectivement, on peut pas être omniscient, qu'il faut connaître son champ de compétences, pouvoir déléguer vers quelqu'un et dire votre question est très pertinente, je ne saurais pas y répondre, mais machin aura la réponse. Et ça, c'est un réflexe que j'ai acquis grâce à l'éducation que j'ai reçue aux États-Unis, parce qu'ils étaient très vigilants là-dessus. Et peut-être que ce n'était pas tout à fait le cas dans l'éducation qu'on recevait en France, à l'époque où il y avait des mandarins qui étaient omniscients. Voilà. Bon, ça, c'est une petite anecdote. La deuxième, je trouve quand même, et là, je dis pour les futurs candidats Fulbright, les États-Unis, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'ils vous apprennent ils vous mettent quand même en valeur. C'est-à-dire qu'on vous fait comprendre que vous avez une opinion et on vous donne une confiance en vous. Et bon, là encore, hein, je le dis de façon pour faire un peu sourire, mais c'est vrai que j'ai toujours regretté dans l'éducation française le côté assez négatif qu'on peut avoir sur les étudiants, les élèves qu'on a, etc. Aux États-Unis, vous apprendrez que vous avez une opinion, qu'elle peut être mise en valeur. Ils font ça très très bien et c'est important. Et après, il faut trouver le juste milieu entre les deux, la France et les États-Unis, pour savoir se caler sur la suite. Mais je crois que c'est Chine, je pense que vous êtes la mieux placée pour essayer de nous dire un peu comment trouver l'équilibre entre la France et les États-Unis. Votre expérience aux États-Unis, qu'est-ce que Oui, vous a apporté? Bah, énormément de choses, ça c'est sûr. Mais moi, j'ai fait mon master de journalisme à Columbia avec la bourse Fulbright. Et c'est un peu cliché, mais c'est vrai quand même qu'aux États-Unis, j'ai fait 2 écoles de journalisme qui étaient toutes les deux très bien. Mais aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a un accent qui peut paraître extrême et même parfois trop sur la transparence absolue. On vérifie ses sources 15 fois. Pour citer une source, il faut en avoir appelé 20. J'exagère pas, hein, c'est vraiment ça. Mon premier cours de journalisme à l'école de journalisme à Columbia, il y avait un brown bag sur ma table et on ne comprenait pas ce qui se passait. Le prof nous a dit "This is for to bring your lunch. Never accept lunch from a source." Et donc ça, c'est vraiment on vous l'inscrit très fort. Et je pense que pendant la pandémie, ça m'a été très utile parce que ça apprend à peser chaque mot, à faire hyper attention. Et je pense que il va falloir faire notre travail d'autocritique, mais un des problèmes qu'il y a eu et qui n'a pas aidé à cette crise de désinformation, c'est que beaucoup de journalistes ont été fact-checker des choses et écrire des articles de vérification sur des choses qui, en fait, n'étaient pas fausses à ce moment-là, étaient juste sans fondement. On ne savait pas encore où on en était très bien. À vouloir aller un peu trop vite et je pense qu'on a des choses à apprendre du journalisme à l'américaine là-dessus et ça m'aura beaucoup, voilà, ces leçons un peu hardcore m'auront servi pendant la pandémie. Merci beaucoup, Chine, pour cette réponse. J'ai vraiment hâte d'y aller. Je vous raconterai mon expérience moi aussi. On a un petit peu débordé là sur les horaires du débat. Il nous reste qu'une petite question du public, puisque je crois que nous avons répondu à toutes les autres. Il y a Monsieur Laurent Messonnier qui nous demande s'il y a des moyens juridiques / légaux devant les tribunaux pour attaquer la désinformation. Est-ce que quelqu'un pourrait répondre rapidement à cette question, puisqu'on déborde déjà bien sur Moi, l'horaire? Alors, je ne suis pas sûr que, à mon avis, Chine et autres sont mieux, mais juste pour vous dire qu'ils attaquent des personnes, et j'ai beaucoup de collègues autour de moi qui ont attaqué des gens qui les ont attaqués, qu'on attaque des personnes. Après, c'est compliqué, mais c'est autre chose que la désinformation, quoi. Ouais. Je pense que c'est compliqué individuellement, mais par contre, il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau européen, comme vous le savez, avec les nouvelles réglementations pour essayer de forcer les plateformes à intervenir et à empêcher la diffusion de fausses informations. Il y a le code de pratique contre la désinformation au niveau de la Commission européenne et puis le nouveau DSA, qui est un nouveau texte réglementaire au niveau européen. Oui, Super. après, moi, j'avais fait une petite vidéo sur le sujet sur ma chaîne YouTube. En fait, alors, c'était à l'époque où Emmanuel Macron avait sorti justement cette loi, mais en fait, on comprenait que c'était quelque part un peu ni fait ni à faire pour plein de raisons. Mais ce dont je me souviens notamment, c'était déjà la quantité.
de choses fausses. Enfin, je veux dire, les tribunaux sont déjà engorgés comme ça, donc je veux dire, si tout de suite quelque chose qui est faux doit faire l'objet de voilà, d'une plainte, d'une procédure, etc., tout simplement, on s'en sort pas. Et puis souvent, en fait, finalement, ça recoupe la diffamation qui existe aussi déjà quelque part. Bah, d'ailleurs, vous le dites, pour attaquer en diffamation. Donc oui, pour attaquer en diffamation, il y a des moyens juridiques, légaux, etc. Mais après, voilà, quid des fake news, parce que les personnes qui propagent la désinformation sont très au courant souvent de ça, savent très bien jusqu'où ils peuvent aller pour ne pas être attaqués. Et donc, il y a énormément de contenu, de désinformation qui, quelque part, ne visent personne en particulier, mais font quand même des ravages. Et quid de ça? C'est vrai qu'il y a quelque part un vrai vide, je crois, juridique, mais en même temps, je conçois très bien que c'est tout de suite très compliqué. Donc, Ouais. non, voilà, je connais pas plus que ça. J'ai juste compris que c'était compliqué et que du coup, ça faisait le bonheur de beaucoup de propagateurs de désinformation. Merci beaucoup, Aude, pour cette réponse. Je donne la parole à Martine Oui, pour le mot de merci, la fin. merci Yousra et merci à tous. Il est 14h, donc c'est l'heure de conclure. Je remercie chaleureusement tous nos panélistes pour ce débat. On a vraiment, vraiment senti la passion qui vous anime, chacun d'entre vous, sur ces sujets. Et ça a été un débat formidable, fluide, riche, et on a tous appris beaucoup. Merci à nos spectateurs également. Si vous souhaitez en savoir plus sur les programmes de la Commission franco-américaine Fulbright, c'est vraiment le bon moment puisque les appels vont être publiés dès vendredi. Donc, plus d'infos sur nos sites web. Et puis, si vous voulez vous émerger encore un peu plus dans cette expérience franco-américaine, nous avons interviewé certains de nos lauréats dans notre série de podcasts. Et il se trouve que Chine Labbé et Arnaud Fontanet font partie de ces lauréats. Et donc, nous ont consacré quelques minutes pour rentrer plus en détail dans ce que fut leur expérience aux États-Unis. Merci encore pour ce très fructueux moment d'échange et rendez-vous à très bientôt sur les canaux de communication de Fulbright. Merci. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Merci Arnaud.